Trizac. Bon, la situation dégénère en Iran. Le bilan des manifestations continue de s'alourdir. J'ai lu 500 personnes qui auraient été tuées depuis cette révolte, cette révolution. On parle de 2000, on parle de 6000 personnes tuées par le régime islamique. C'est quand même un événement majeur. À la suite des manifestations qui ont eu lieu en 2022, on y reviendra tantôt. Avec nous, Agnès Ziahi, qui est politologue attachée à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Madame Ziahi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Bruxelles. Est-ce que les répercussions de ce qui se passe en Iran sont plus fortes en Europe qu'ici au Québec ou au Canada? Mais écoutez, il y a eu un retard un peu partout, je pense, pour couvrir les événements, bien que je salue vraiment tous vos collègues et tous les journalistes canadiens et québécois. C'est vrai qu'il y a eu un délai entre le moment où ça s'est passé et la couverture médiatique. Et c'est vrai que les réactions, il y a certaines réactions, il y a un silence en fait qui pèse en ce moment parce qu'on est quand même face à, vous l'avez bien dit, il y a quand même en ce moment une situation très très inquiétante. Le nombre de personnes tuées augmente, les arrestations augmentent. Il y a énormément de blessés. On a reçu comme information des sources au niveau médical où les hôpitaux, il n'y a plus de place. Les blessés arrivent de manière massive. Vous avez des images très difficiles et d'une violence assez insupportable. J'ai pas de mots en fait pour le dire parce que on voit vraiment des cadavres, on voit dans des morgues en fait ils sont complètement dépassés. Il y a plus de place, les corps sont au sol, sont déposés au sol sans aucune dignité. On a appelé les parents, les familles à venir identifier les corps. Ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est au cimetière à Téhéran, un des plus grands cimetières de Téhéran, qui se nomme Behesh Zarja, où on a vu les familles venir se recueillir, en tout cas pour ceux et celles qui peuvent au moins enterrer les corps, parce que d'autres cherchent les corps. Vous avez vraiment à ce niveau-là, tout le monde est dépassé parce que la force de frappe a été très violente. Ils ont tiré au niveau de la tête, au niveau des yeux. C'est vraiment souvent la tête qui est visée, que ce soit le cou, la gorge, les yeux. Ça laisse malheureusement aucune chance à ces manifestants à rappeler non armés face à un État qui est armé et qui déploie évidemment des tirs à balles réelles. Des témoignages nous ont apporté qu'il y avait l'utilisation d'une arsenal assez massive, des mitraillettes, des kalachnikovs. On parle d'une société civile, là on parle de commerçants, d'étudiants, de militants éventuellement. C'est voilà où nous en sommes. Madame Ziahi, on s'est parlé dans le contexte de la mort de la jeune Mahsa Amini qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile islamique. Et déjà, on parlait de 550 personnes au bas mot qui avaient perdu la vie à la suite de ces manifestations. Disons, là, pour avoir une référence quelconque, sur une échelle de 1 à 10, là, présentement, les manifestations, la répression, la révolte en Iran, vous établiriez sur une échelle de 1 à 10, là, à combien? Je pense qu'on peut clairement parler de 10, voire plus, parce oui. que vous avez, c'est une pression maximale. On exerce une pression maximale parce que le régime est menacé aussi éventuellement de l'extérieur. Donc vous imaginez bien que si c'est la question de l'enjeu et de la fin du régime qui est vraiment en question, puisque c'est ça qu'il s'agit, on remet en question la figure religieuse et politique de Ali Khamenei, on remet l'autorité idéologique de ce pays en question, on remet en question et on veut plus de ce système islamiste en place. Et donc, étant donné qu'ils se sentent évidemment menacés dans leur identité, ils vont déployer tous les moyens. Et s'ils emploient tous les moyens, ça veut bien dire évidemment qu'ils sentent aussi éventuellement la fin arriver, surtout encore une fois s'il y a une intervention américaine, une intervention extérieure, parce qu'on parle des Américains, mais on peut aussi se poser la question s'il y a une intervention au niveau d'Israël. On ne peut pas oublier la guerre des 12 jours, qui n'est pas si loin, où on a vu justement des interventions très ciblées sur les dignitaires de la République islamique. Donc voilà, si on a ce type de scénario, l'État ne va pas lâcher. L'État iranien est un État répressif. Nous sommes en face d'une dictature et une dictature va tout faire pour pouvoir rester au pouvoir. Mais
il n'y a pas là la tempête parfaite pour renverser ce régime islamique. Quand on sait, d'abord, il y a eu en 2022 la révolution des femmes. On parle de l'eau potable aussi qui est rationnée. On parle d'impact économique où les gens arrivent à peine à payer ce qu'ils doivent payer, à se nourrir. Il y a les menaces de Donald Trump face à l'Iran. Est-ce que c'est pas là le moment où on peut entrevoir sérieusement un changement de régime? En tout cas, c'est ce qui est voulu et ce qui est souhaité parce que cette population fait face depuis un certain nombre d'années, vous l'avez dit, il y a eu Mahsa Amini, il y a tout un contexte économique très défavorable. Les Iraniens vivent dans ce marasme économique, dans une économie qu'on peut qualifier de malade. Vous avez une hyperinflation, une dévalorisation de la monnaie nationale, une explosion du cours du dollar, la cherté de la vie, évidemment. Beaucoup de personnes ne peuvent plus joindre les deux bouts à la fin du mois. Ce qui est intéressant, c'est que dans la population iranienne, on a entendu dire oui, on a faim, mais on manifeste pas pour le pain, on manifeste pour la liberté. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est une population qui a faim, mais entre liberté et le pain, ils sont en train de choisir leur liberté et c'est tout un contexte, c'est tout un contexte à la fois social, à la fois économique, à la fois politique. Ce mouvement, on peut le qualifier de politique puisque ça a dépassé les revendications d'ordre économique. Là, aujourd'hui, on est véritablement une revendication d'un changement de régime. Ce que les Iraniens veulent, et c'est assez clair, ils souhaitent la mise en place, ils souhaitent d'abord la chute de la République islamique d'Iran. Ils se sont pris en otage depuis 47 ans par un régime islamique. Et ensuite, l'aspiration est d'ordre démocratique, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, ils veulent la liberté, ils veulent le respect d'un état de droit, ils veulent la séparation claire et nette entre religion et politique, donc vers un modèle plutôt séculaire et vers la laïcité. Et donc, ça rentre véritablement sous la forme d'un régime démocratique. Alors, qui va pouvoir être en mesure de mettre en place ce régime démocratique? Je pense que les Iraniens aujourd'hui à l'intérieur ont une maturité politique, ont une conscience sociale, ont l'esprit critique. Alors, on peut se baser sur ces éléments en se disant, il y a des bases qui sont importantes pour pouvoir construire un avenir. Vous avez quand même là une population très éduquée, une population qui a réalisé que l'islam politique ne leur correspondait pas. Ils ne veulent plus de ce régime, ils veulent plus de l'islam politique, ils veulent plus d'idéologie, ils veulent plus de propagande. Et surtout, ce qu'ils veulent pas, c'est un État qui leur ment et qui leur fait des fausses promesses. Ouais. C'est ça qu'ils en peuvent plus et c'est ça qu'ils ne veulent plus. Les Iraniens sont des Perses. Est-ce qu'il y a cette culture-là qui est à l'origine de cette révolte, d'en avoir assez du régime islamique? Oui, absolument, parce que si vous voulez, l'islam, pour être assez clair, l'islam n'est pas une identité pour beaucoup d'Iraniens. Vous avez une population, l'Iran est une mosaïque de peuples, vous avez différentes ethnies, vous avez différentes croyances, vous avez différentes religions, vous avez différentes langues, et c'est ça qui fait la richesse de l'Iran. Vous avez tout un patrimoine architectural qui représente ça. Vous avez aujourd'hui 13 synagogues actives, rien que dans la capitale à Téhéran. Vous avez des églises, vous avez toute une communauté arménienne qui est chrétienne et vous avez des musulmans. Alors la volonté des Iraniens, c'est de dire nous voulons un état de droit où le droit des minorités sont respectés. On va respecter la religion de tout un chacun, mais dans l'espace commun, dans l'espace public, nous voulons une séparation claire et nette de la religion et de l'État. Ça, ce serait une révolution extraordinaire, surtout dans un pays comme l'Iran, en plein milieu d'un Moyen-Orient très fragilisé, très très complexe. Et puis oui, vous l'avez raison de le dire, vous avez en Iran des Iraniens. Le persan est une langue indo-européenne. Vous avez ce pays a tout un passé pré-islamique. Ça, c'est très important de le dire parce que eux, ils sont très nostalgiques de cette époque-là. Ils sont nostalgiques du Cyrus le Grand, ils sont nostalgiques des dynasties que le pays a connues. C'est une terre de civilisation, c'est une culture millénaire.
Et ils se reconnaissent dans cette culture millénaire, ils se reconnaissent dans la langue persane, qui est une langue indo-européenne, ils se reconnaissent dans ce passé pré-islamique, ils se reconnaissent pas dans les, si vous voulez, dans les valeurs morales, moralistes et paternalistes de la République islamique d'Iran. Avant qu'on se quitte, un mot sur ces images, les images, Mme Ziaï, de cette jeune femme, les cheveux au vent, elle s'allume une cigarette avec l'image de, je pense, l'ayatollah Khamenei. À quel point elle risque sa vie pour ces images? Oui, c'est devenu en fait une tendance. Vous savez, c'est parti de cette volonté d'abord de brûler le portrait du guide suprême avec une cigarette. Donc, c'était de donner cette mèche de flamme à ce portrait qui en dit long, puisqu'ils veulent plus de ce dictateur et ils veulent plus qu'Ali Khamenei puisse être au pouvoir. Et donc, oui, il y a énormément de risques. À chaque fois, quand vous critiquez l'État, quand vous touchez les symboles, et là, c'est intéressant parce que vous savez, il y a eu aussi des incendies dans des mosquées. On va toucher les symboles de l'État, on va toucher tout ce que représente l'État, le portrait, un discours, le drapeau. Vous savez, le drapeau de la République islamique d'Iran aujourd'hui est banni. D'ailleurs, la diaspora iranienne, je ne sais pas si vous avez vu cette image devant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Londres, où un des manifestants est monté sur ce bâtiment, a arraché le drapeau de la République islamique d'Iran et il a mis l'ancien drapeau. Tout ça pour vous dire que oui, on va toucher au symbole et cette image particulièrement de la femme à la cigarette qui brûle le portrait, mais aussi il y a tout un symbole de la femme, de l'émancipation, de fumer en public. Dans les années 30, moi je me rappelle de cette affiche des femmes qui fumaient avec une cigarette. C'était aussi une forme d'émancipation. Et c'est intéressant de voir que ils vont toucher tous les symboles possibles et imaginables de la République islamique d'Iran. Après 2 ans de glorification du Hamas, Mme Ziaï, dans les rues en Occident, je pense qu'on arrive à une nouvelle image là, de cette jeunesse qui dit qu'il y en a assez du patriarcat, que ce soit islamique ou n'importe quelle religion. On cherche la liberté. En tout cas, on cherche la liberté dans les rues de l'Iran. Oui, on cherche la liberté de choix. D'abord, vous savez, Simone Veil avait une très belle définition de la liberté qui disait que la véritable liberté, c'était la liberté de choix. Et puis, ça dépasse, vous savez, c'est la liberté avec un grand L et même au pluriel, puisque là, c'est la liberté d'expression, de création, de réunion, d'association. Ce sont des droits fondamentaux. Et c'est ces droits-là qui ont été interdits et pas respectés depuis 47 ans en Iran. Chanter, danser, on en avait parlé, danser en public, chanter pour une femme sur scène, c'est interdit. On interdit en fait tout. On interdit la liberté de chérir, la liberté d'aimer, la liberté de croire ou ne pas croire, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc voilà, malheureusement, c'est un pays qui a soif de liberté et la liberté avec un grand L. Et à quel point cette liberté elle est si précieuse pour ce peuple, si courageux, qui aujourd'hui, pour moi, c'est quand même un des seuls peuples aujourd'hui dans le monde à dire moi je veux mourir, j'ai rien à perdre pour la liberté. Il y a cette dame, encore une fois, pour prendre un autre exemple, qui avait un certain âge, on la voyait en sang, qui disait, vous savez, moi j'ai rien à perdre, de toute façon, vous savez, je suis morte il y a 47 ans. J'ai vu ça. Donc vous voyez, on est arrivé à ce point, à ce constat dans cette population iranienne qui est très courageuse et qui est très déterminée. Il faut vraiment qu'on se quitte, Mme Ziaï, mais la dernière question, là, comment expliquez-vous le silence du Canada? Incompréhensible parce que nous sommes quand même, et je l'espère, dans un pays démocratique, dans un pays qui défend les libertés, qui condamne ce type de répression. C'est incompréhensible. Vous savez, dans les slogans, les Iraniens disaient déjà à l'époque de Mahsa Amini, le silence est criminel. On ne peut pas se permettre en tant qu'État, en tant que pays démocratique qui défend ces valeurs-là, de ne rien dire. Il faut absolument condamner, il faut absolument réagir, il faut envoyer de l'aide. Je pense que le Canada a la capacité d'aider une population iranienne, surtout en sachant qu'il y a une diaspora canadienne très investie, très engagée, très éduquée. Vous savez, la diaspora iranienne contribue énormément au Canada. Et le Canada est un terre d'accueil pour beaucoup d'immigrants où on vient justement chercher la liberté parce qu'on n'a pas cette liberté dans nos pays d'origine. Et donc, on ne comprend pas, si vous voulez. Une des explications, c'est parfois, vous savez, au-delà du pays, le Canada, moi j'appelle les intellectuels, les artistes, les démocrates de notre pays à réagir et à dénoncer. Ils sont où ?
c'est la question aussi que les Iraniens se posent et de manière très légitime. Où vous êtes en ce moment? Parce que il s'agit de la dignité humaine et il s'agit d'une question de droit fondamental. On est en train d'enlever la vie de la manière la plus brutale dans un pays. Et vous savez, nous sommes tous un. Ces libertés-là, il faut les défendre, peu importe où on se trouve dans le monde. Très bien. Agnès Diaye, c'est toujours un plaisir de vous parler. Politologue attaché à la chaire Raoul d'Endurant de l'Université du Québec à Montréal. Un gros merci. Portez-vous bien. Merci à vous.